Bonjour à tous. Nous allons prendre la position pour la prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour tes bénédictions, ton amour que tu manifestes envers nous, alors que nous allons étudier ton message, que tu nous accordes la présence de ton esprit et que ta parole puisse vraiment faire son effet dans nos cœurs et nous permettre de te ressembler, à avoir ton caractère. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble faire la révision d'un sujet important pour nous de comprendre, car ce sujet fait partie de ces sujets prophétiques qui nous ont permis en tant que mouvement de transiter de la droite vers la gauche au niveau du spectre politique. Car avant 2018, en tant que mouvement, nous étions positionnés à droite de la spectre politique de par certaines de nos croyances, opinions sur certains sujets sociétaux. Et de ce fait, nous étions du mauvais côté pour pouvoir réussir le test de la loi du dimanche. Fin 2018, avec le message du cri de minuit, nous avons commencé à amorcer un changement de position en allant de l'aile droite vers l'aile gauche. Jusqu'à novembre 2019, nous avons étudié 4 sujets fondamentaux qui nous ont permis de faire cette transition. Et nous allons ensemble énumérer ces 4 sujets. Donc, le premier sujet, nous avons les 2 sources d'information. Le deuxième, nous avons l'histoire d'Ipsos. Donc ces 2 premiers sujets, lors de notre dernière rencontre au Rouvreau en présentiel, Chimène et Sophie nous ont permis de voir ces 2 sujets. Nous n'allons pas rentrer dans ces sujets. Donc nous allons voir le troisième sujet qui est l'histoire de la majorité morale. C'est cette histoire que je vais m'atteler à vous présenter. On va mettre MM pour majorité morale. Et le dernier sujet, c'est la ligne des Nétiniens. Ça, je pense, nous le verrons ultérieurement, peut-être avec un autre enseignant. Donc, le sujet, comme je vous ai dit, le sujet que nous allons voir, c'est l'histoire de la majorité morale. Cette histoire met l'accent sur l'union Église-État. L'union Église-État, c'est la compréhension que nous avions, une compréhension intérieure que nous avions au sein du mouvement, qui pour nous était le thème central de la loi du dimanche. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que cette compréhension a changé, mais ce ne sera pas l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Pour certains, vous avez déjà pu le voir. Pour d'autres, il y a la vidéo des vêpres où Tess entre dans ces explications. D'accord? Donc, ce que nous allons faire tout de suite, nous allons ensemble tracer la ligne de réforme. Nous allons tracer celle des 144 000. Donc, la première balise que nous tous nous savons est le temps de la fin. Ensuite,
nous avons la deuxième balise, le 11 septembre 2001. Ensuite, nous avons la LD, la loi du dimanche, qui est suivie par la fin du temps de grâce, la FTG, et enfin, la seconde venue. Donc c'est une ligne avec laquelle nous sommes familiers. Donc, au sein du mouvement, au commencement de notre ligne de réforme, notre attention était focalisée sur la loi du dimanche. Et notre compréhension sur ce sujet était limitée et se résumait à l'union Église-État, comme je l'ai dit précédemment. En 2019, telle était encore notre compréhension de ce sujet. Mais grâce à la lumière du cri de minuit, notre compréhension prophétique grandissant, nous avons regardé au protestantisme apostat américain, que nous savions être un acteur important par rapport à la question de la loi du dimanche. Et nous avons retracé son histoire au pays glorieux. Ce protestantisme apostat a pour objectif l'union de l'Église et de l'État. Et nous savons que cela nous conduira à la mise en place de la loi du dimanche que nous attendons, qui est la prochaine balise sur notre ligne de réforme. Donc l'histoire de la majorité morale, l'histoire que je vous propose de voir aujourd'hui, va se situer 10 ans, dans la période de 10 ans qui précède le temps de la fin. Donc nous allons mettre ici, notre temps de la fin, c'est 1989. Donc nous avons une période de 10 ans ici. On va le mettre en couleur de préférence. On va prendre du rouge. « 10 ans. Donc notre histoire va commencer en 1979. Et nous mettons en dessous majorité morale. Voilà. Donc, nous avons mis la période de 10 ans. Dans notre mouvement, nous avons reconnu l'existence d'une période de 10 ans avant notre temps de la fin, où le peuple de Dieu ou l'adventisme aurait dû être réveillé par des événements ayant lieu dans cette période. Comme vous le savez, au début de notre ligne de réforme, en 1989, une des études que nous avons, c'est Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45 nous conduit dans l'histoire du conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et durant cette période qui précède le temps de la fin, nous avons vu nous avons vu la guerre d'Afghanistan, une guerre de procuration qui mettait en conflit le roi du Sud contre le roi du Nord. Le roi du Sud, qui à l'époque était l'Union soviétique, et le roi du Nord, les États-Unis. Nous avons vu que ce conflit qui se passait en Afghanistan était un signe avant-coureur pour notre temps de la fin. Et en tant qu'adventistes, nous aurions dû reconnaître cet événement, voir en fait ce conflit, si nous étions attentifs à la prophétie. De même, la majorité morale, qui va être l'histoire de l'union Église-État, aurait dû nous alerter. Nous aurions dû, en tant que peuple de Dieu, voir cette union Église-État se produire sous nos yeux et nous alerter
de l'imminence des temps. Donc, la majorité morale, pour la définir, c'est une organisation politique de la droite chrétienne conservatrice qui a œuvré pour l'introduction de la religion au sein de la politique, autrement dit l'État. Composée majoritairement de protestants, elle a été créée par Jerry Falwell Sr., un célèbre pasteur évangélique baptiste, mais aussi un télé-évangéliste. Elle luttait pour mettre à la présidence des États-Unis un candidat qui défendrait leurs valeurs chrétiennes et les mettrait en avant au sein de la nation. La majorité morale avait pour objectif l'instauration d'une union Église-État. Et elle va durer pendant 10 ans et elle sera dissoute en 1989, au temps de l'affaire. Donc l'intérêt pour nous de comprendre cette histoire et de l'étudier, c'est que, bien que dissoute, l'héritage de la majorité morale va perdurer dans la mentalité de la droite chrétienne. Et c'est ainsi qu'elle refera surface autour de l'élection de Donald Trump, qui obtiendra le soutien de cette droite chrétienne conservatrice pour la présidentielle de 2016. Grâce à l'influence de Jerry Falwell Jr., qui est le fils de Jerry Falwell Sr., le fondateur de la majorité morale. Donc nous voyons ici aussi l'union Église-État, mais cependant, je voudrais qu'on puisse voir ensemble comment nous arrivons à cette histoire. Tout d'abord, on va tracer une ligne, qui sera une ligne chronologique. On va peut-être effacer ici. Donc ensemble, nous allons voir comment nous arrivons à la majorité morale. Donc tout d'abord, il nous faut savoir que dans les années 1960, nous avons aux États-Unis ce qu'on appelle une guerre culturelle, en fait des guerres culturelles. Et ces guerres ont pour enjeu la moralité. Donc ces guerres culturelles, elles ont été initiées par des conservateurs en réaction au combat pour les droits civiques. Donc les droits civiques, nous savons que c'est des luttes et des manifestations menées par des citoyens afro-américains et des sympathisants pour pouvoir mettre fin à la discrimination raciale. Parce qu'à l'époque, dans les années 1960, nous étions en pleine ségrégation raciale. Et au cœur de ce conflit, de cette guerre de culture, nous avions une question, la question qui était centrale, c'était la question de l'identité américaine. Et c'est autour de cette question que se trouvait cette tension. Donc, dès la naissance des États-Unis, la question de la race a toujours été toujours été un sujet problématique. L'acceptation et l'émancipation des Noirs comme des citoyens à part entière a été un sujet de tension. Donc, leur émancipation a été perçue comme une menace par la société blanche américaine. Donc les protestants conservateurs de droite justifieront leur position en s'appuyant sur les Écritures pour établir les lois Jim Crow. Et nous allons voir justement ce que nous dit Wikipédia par rapport à ces lois Jim Crow qui vont en fait être la base de la ségrégation, des lois à la base de la ségrégation raciale. Donc, je vais mettre mon PowerPoint. Et nous lisons la première diapo. Donc, des politiques de ségrégation ont été appliquées légalement lors de l'apartheid en Afrique du Sud et dans le sud des États-Unis, dans les États esclavagistes, jusqu'en 1865, et après la reconstruction qui a suivi la guerre de sécession. Les principaux vecteurs
de ces théories sont aux États-Unis les individus prônant une lecture archaïque et littérale, sans travail exégétique de la malédiction de Canaan évoquée dans la Bible, Genèse 9, 25 à 27, et à la table des peuples. Particulièrement nombreux dans la Bible Belt, ou la ceinture, on va dire, biblique, c'est une région aux États-Unis où nous avons en fait une bande centrale aux États-Unis, on va retrouver beaucoup de protestants. Et en Afrique du Sud, les Afrikaners en majorité calvinistes. Donc, ce que nous voyons de par cette définition de Wikipédia, nous voyons que pour la ségrégation, ils utilisaient en fait les Écritures pour justifier le fait de ségréguer au niveau de la race. Donc, ils avaient une lecture de la Bible littérale, comme on nous dit, sans travail exégétique, ça veut dire sans vraiment de recherche, sans un travail minutieux et comment dire, honnête. Ils vont prendre certains passages de la Bible pour pouvoir excuser et soutenir leur mentalité pour pouvoir ségréguer en fait la race noire. Donc on va enlever le diapo. Donc nous comprenons que la question de la race va être un sujet majeur dans cette histoire de la majorité morale. Et elle va être à l'origine de la création de la majorité morale. Mais d'autres menaces vont venir aussi, viendront se substituer à celle de la race, et en particulier celle touchant la question du genre. Donc, nous allons aller au tableau et nous allons tracer l'histoire qui va nous emmener jusqu'à la majorité morale. Donc, aux États-Unis, nous allons partir de la guerre de sécession qui va se situer entre 1861 et 1865. Donc, dans cette période, nous avons une guerre civile et nous savons que cette guerre civile va tourner autour de la question de l'esclavage. Donc nous avons le nord et le sud qui vont s'affronter sur la question de l'esclavage, avec le nord qui est abolitionniste et le sud qui est pro-esclavagiste. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, nous avons d'autres études qui montrent et qui permettent de mieux comprendre cette histoire. Nous allons rester général. Donc cette guerre va durer pendant 5 ans, en incluant 61, termine en 1865 avec le 13e amendement. Le 13e amendement qui va mettre fin à l'esclavage. OK? Donc là, nous allons voir qu'il y a une émancipation des Noirs qui va se faire avec le 13e amendement. Ensuite, en 1868, nous allons avoir le 14e amendement. Donc le 14e amendement, pour dire les choses exactement, va accorder la citoyenneté à toute personne née aux États-Unis et leur garantir une égale protection au niveau de l'État. Donc nous voyons que la situation des Noirs continue d'évoluer avec ce 14e amendement. Et nous arrivons en 1870 avec le 15e amendement.
Le 15e amendement qui va accorder le droit de vote aux Noirs, particulièrement les hommes noirs, pas les femmes. Donc nous mettons droit de vote. Donc nous voyons dans cette période une émancipation des Noirs avec ces lois qui vont être en leur faveur. Mais cette émancipation va créer quand même la colère des conservateurs blancs, surtout du Sud, comme nous l'avons vu pendant la guerre civile, qui était pro-esclavagiste. Et c'est comme ça qu'en 1890 va apparaître les lois Jim Crow dont nous venons de parler. 1890, nous avons les lois Jim Crow qui sont adoptées. Donc, début de la ségrégation. Et cette loi Jim Crow va être basée sur la notion séparés mais égaux. Ça va être un moyen pour eux de contourner le 14e, le 13e, 14e et 15e amendement. Mais en réalité, même s'il y a le terme égaux, mais en réalité, nous voyons que ça va être de l'inégalité. Au niveau, pour les Noirs, ça va être vraiment de l'inégalité. Ils ne vont pas être traités à la même enseigne que les Blancs. Et nous allons arriver en 1954, où là, nous allons arriver dans un tournant. 1954. « 1954 avec l'arrêt Brown contre le board, contre le bureau de l'éducation. En anglais, ça va être Brown VS versus Board Éducation. Donc, suite à la ségrégation raciale, les Noirs vont commencer à chercher justement mettre fin à la ségrégation. Et notamment, quand on arrive en 1954, nous allons voir le cas d'une famille noire qui va attaquer le bureau d'éducation du Kansas afin de permettre que leurs enfants puissent être acceptés dans les écoles publiques fréquentées par des Blancs. Et en fait, 1954 va être l'arrêt que va donner la Cour suprême pour dire que la ségrégation raciale au sein de l'école publique est anticonstitutionnelle. Et elle va accorder en fait la possibilité aux Noirs de pouvoir être acceptés dans les écoles publiques, bien que fréquentées par des Blancs, et leur permettant d'avoir l'égalité de droit au niveau de l'éducation. Donc, et ça va marquer une grande victoire. Cette victoire va justement permettre à la cause noire de s'émanciper, mais ça va aussi créer la colère de ces conservateurs chrétiens et qui vont réagir en créant des écoles privées où ils vont continuer à ségréguer. Donc, ils vont essayer de contourner la loi en créant des écoles privées où seront acceptés que des Blancs. Donc, suite à 1954, comme je l'ai dit, les Noirs vont commencer à trouver de la confiance et à pouvoir manifester et à réclamer un traitement égalitaire. Et c'est cette période, on va l'appeler la période des droits civiques. Mettre ici droits civiques. C'est l'histoire avec Martin Luther King,
Malcolm X et d'autres qui ont lutté pour la fin de la ségrégation. Et ils vont obtenir victoire en 1964, l'année où le Civil Rights Act va être, je vais mettre en abrégé, va être signé par le président Lyndon Johnson, mettant fin à la ségrégation raciale. Donc 1964 va mettre fin en 1964, Lyndon Johnson, le président John Johnson, va mettre fin à la ségrégation raciale en signant en adoptant justement le Civil Rights Act au Congrès. Mais durant cette période, autour des années 60, deux autres groupes de personnes vont lutter pour faire reconnaître leurs droits à l'égalité et faire avancer leur cause. Ce sont les femmes avec le mouvement féministe et les homosexuels avec la question des LGBTQ qui vont lutter contre l'homophobie. Donc ces deux groupes, à partir de ce moment, deviendront une menace, une nouvelle menace pour les protestants conservateurs. Donc en 1971, nous arrivons en 1971. En 1971, nous avons un autre cas judiciaire qui est l'arrêt Coit vs. Gwynne. Donc, cet arrêt va confirmer l'inéligibilité à l'exonération fiscale des écoles privées pratiquant la ségrégation. Alors, comme je l'ai dit précédemment, après l'arrêt Brown versus Board d'éducation, les protestants, les conservateurs religieux vont réagir en créant des écoles privées. Et pour pouvoir contrer en fait ces conservateurs, l'arrêt Coit versus Gwynne va mettre fin à l'exonération fiscale de ces écoles privées qui pratiquent la ségrégation. Et aussi en 1971, nous marquons aussi la création de l'université Liberty, ou Liberty University, par Jerry Falwell Sr. Donc nous commençons à apercevoir le créateur de la majorité morale. Donc nous marquons Liberty University. Donc nous allons continuer notre ligne en bas. Et nous arrivons dans l'histoire, justement, la prochaine balise sera l'histoire de la majorité morale. Donc, 1979. Avec la création de la majorité morale par Jerry Falwell Sr. Donc ici, j'ai oublié de mettre Jerry Falwell. On va le mettre ici. Création, majorité morale. Nous avons dit qu'elle va durer sur une période de 10 ans, de 1979 à 1989. Donc, la création de la majorité morale résulte d'une situation de cause à effet. Comme on l'a vu, après l'arrêt Brown contre le Board d'éducation,
2 décennies de lutte vont amener justement l'amélioration de la condition des Noirs, des femmes et des homosexuels. Ce qui va avoir pour effet durant les années 70 de réveiller cette droite chrétienne conservatrice à grande majorité protestante. Donc, durant cette période, nous aurons, durant cette période des années 70, nous avons en fait le président Jimmy Carter que ces conservateurs vont trouver trop libéral au niveau sociétal et donc des associations et des groupes de pression vont se former qui vont avoir pour objectif d'empêcher sa réélection à la présidence et de faire voter des lois protégeant le statut fiscal des écoles privées chrétiennes et empêchant la ratification d'un amendement féministe de la Constitution. Donc, de ces groupes qui vont être formés, le plus représentatif va être la majorité morale, qui va être créée en septembre 1979. Et nous allons prendre un article qui va nous parler de l'origine vraiment de la création de la majorité morale. Et nous allons voir comment Jerry Falwell Senior va être amené à créer cet organisme. Donc, il est dit dans le magazine Slate du 29 mai 2014, la colère à propos de la déségrégation forcée des écoles privées a galvanisé les chrétiens conservateurs. L'université Bob Jones est au point mort et a résisté à l'admission d'étudiants noirs, forçant l'IRS à retirer son statut d'exonération fiscale en 1976. Un événement qui a incité les dirigeants évangéliques à agir. Jerry Falwell et Paul Weyrich, 2 militants conservateurs qui cherchaient un moyen de rassembler les évangéliques en un bloc électoral républicain, ont bondi. Donc on comprend que Jerry Falwell et Paul Weyrich, quand ils vont être confrontés justement à cet arrêt qui a été voté en 1971, qui justement privait d'exonération fiscale les écoles privées, comme nous le dit dans cet article, beaucoup d'écoles vont résister. Et en 1976, quand un des écoles va être justement on va leur retirer cette exonération fiscale, ça va provoquer leur colère et les pousser justement à pouvoir se rassembler avec d'autres évangéliques pour pouvoir faire résistance à cette loi et pouvoir en fait favoriser leur cause. Donc on va repasser. Donc comme nous voyons dans cet article, ces 2 hommes, Paul Weyrich et Jerry Falwell Senior, vont être à l'origine de la création de la majorité morale. Et Jerry Falwell va en être le leader. Donc la majorité morale est une organisation politique américaine de la droite chrétienne conservatrice créée avec le soutien de groupes religieux et politiques. Durant les années 80, elle va mobiliser les chrétiens conservateurs afin d'influencer la politique de la nation en cherchant à faire élire un président du Parti républicain. But qu'elle atteindra avec l'élection de Ronald Reagan en 1980, mais aussi des sénateurs et des députés dans le but de mettre en place un nouvel agenda social et ainsi combattre ce qu'ils percevaient comme entraînait un déclin moral de la société et une sécularisation de la nation. Donc nous comprenons que vraiment Jerry Falwell et ces chrétiens conservateurs vont vraiment réagir parce qu'ils vont trouver qu'il y a un déclin moral dans la société et ils vont pour cela chercher à interférer dans la politique
afin de pouvoir promouvoir leur agenda et ainsi mettre en place des lois qui vont aller dans leur sens, de ces chrétiens conservateurs, de leur définition de la morale. Et cet agenda, comme je l'ai dit, va être fondé sur les valeurs morales telles que la famille, la patrie, le travail. Donc, en ce qui concerne la famille, ils vont défendre des valeurs familiales qui entendent protéger la famille des dangers comme provenant de l'homosexualité, du féminisme, de la pornographie et de l'avortement. Et nous allons prendre justement un article qui va nous permettre de confirmer cela. Donc il nous dit, la majorité morale a fait campagne avec succès pour créer une plateforme sociale intégrée qui a attiré la plupart des chrétiens conservateurs en regroupant une variété de questions auparavant disparates sous la bannière des valeurs familiales traditionnelles. La majorité morale a dépeint des questions telles que l'avortement, le divorce, le féminisme et les droits des lesbiennes et l'amendement sur l'égalité des droits comme des attaques contre le concept et les valeurs traditionnelles des familles américaines, épuisées dans un sentiment de décadence morale sociétale qui a résonné avec de nombreux évangéliques. Donc ici, on voit que la majorité morale a joué en fait sur la sensibilité des familles américaines, sur ces questions morales par rapport à leurs croyances, et ainsi pouvoir influencer leur vote. Donc, on continue en disant ils ont également fait campagne pour l'inclusion de la prière dans les écoles et les impôts, des incitations pour les couples mariés comme protection de la structure familiale traditionnelle. Dans le cadre de cet agenda pour famille, ils ont mobilisé une large base de partisans avec un dialogue centré sur les problèmes qu'ils ont proliférés dans leur réseau de prédicateurs et de mailing. Donc nous voyons qu'ils ont prôné des valeurs familiales justement en sensibilisant, en jouant sur la question de la moralité par rapport à leur compréhension de ce qu'est la morale, en attaquant justement les homosexuels, les féministes, la question de l'avortement, la pornographie. Nous avons parlé aussi du travail. Donc pour le travail, elle va défendre un capitalisme libéral basé sur l'économie de marché et la libre entreprise. Et Jerry Farrell va dire que tout cela est basé sur des principes bibliques. Nous avons la patrie. Pour la patrie, elle va défendre des idées d'une nation chrétienne, élue, bénie par Dieu. Elle soutient que la nation doit se défendre contre les mouvements antichrétiens. Elle va vouloir aussi rétablir la prière dans les écoles publiques et l'enseignement des thèses créationnistes. Et nous voyons qu'au cœur de cet agenda, nous voyons l'influence de la religion. Le programme de l'organisation se concentrait plus sur des questions morales que sur des questions politiques. Donc, nous voyons qu'ils ont le désir d'introduire la religion dans la politique. L'union Église-État, comme nous l'avons dit au départ, en violation avec le premier amendement. Donc, nous avons la majorité morale, nous avons dit qu'ils vont défendre des valeurs familiales, en attaquant les homosexuels, les féministes, qui vont être perçus comme des menaces, mais aussi tous ceux qui sont antichrétiens. On va dire
tout ce qui est séculier, qui pour eux aussi est une menace de voir l'Amérique devenir un pays séculier. Et d'autres points que nous avons vus concernant la patrie et le travail. Mais vraiment, c'est sur ces sujets-là qu'ils vont vraiment pouvoir mobiliser leurs sympathisants. Les questions de valeurs familiales, la question de l'homosexualité, du féminisme, du sécularisme, mais aussi, j'ai oublié, l'avortement. C'est ces sujets qui vont être vraiment déterminants pour pouvoir mobiliser autour d'eux. Et en 1989, cette majorité morale va être dissoute. Dissolution. Jerry Farrell va dire pour pouvoir justifier cette dissolution, il va dire qu'ils avaient atteint leurs objectifs. Ce qui est en partie vrai, parce que nous savons que s'il y a eu dissolution, c'est qu'il y a eu aussi des scandales au sein de cet organisme. Mais le fait qu'ils aient réussi à mettre en place Ronald Reagan, mais aussi George Bush, qui va pouvoir suivre un des présidents républicains, qui vont pouvoir défendre ces valeurs qu'ils prônent, des valeurs morales. Donc, on va voir que durant l'existence de la majorité morale, elle a eu un impact majeur sur la politique américaine en réintroduisant la religion dans les débats publics et suite à la dissolution, elle a servi de modèle pour l'activisme politique parmi les conservateurs religieux. Donc son esprit a survécu à sa dissolution. Donc, et c'est ça qui va nous conduire, on va voir le fait que cet esprit qui va survivre à la dissolution, on va le voir apparaître autour du 11 septembre. Donc 2001. 2001 marque une crise nationale aux États-Unis avec ce que nous savons être les attentats du 11 septembre. Et on va voir, Jerry Farrell va faire une déclaration suite à ces attentats où il va dire que c'est le jugement de Dieu, que ces attentats, ce sont les jugements de Dieu sur les États-Unis à cause à cause de la moralité qui était en déclin aux États-Unis, en citant les homosexuels, les féministes, comme responsables de ce déclin, et d'où la colère de Dieu. Donc nous allons voir dans cette période deux visions de l'Amérique qui vont s'affronter. Donc comme nous avons parlé précédemment de guerre culturelle, nous voyons que cette guerre culturelle continue et nous allons avoir cette lutte entre les républicains qui sont soutenus par la droite chrétienne contre les démocrates qui sont supportés plus par les libéraux sociaux. Nous allons voir une fracture qui va s'agrandir aux États-Unis durant cette période. Nous allons avoir une polarisation de la société américaine avec cette guerre culturelle qui va s'exacerber. Et nous allons voir que suite à la présidence de Barack Obama, un noir, et le risque de voir Hillary Clinton, une femme, lui succéder, cette droite chrétienne va se mobiliser pour soutenir le candidat Trump pour accéder à la présidence. Donc un candidat républicain avec Donald Trump
Et c'est ainsi qu'en 2015, nous allons voir Jerry Falwell Jr. soutenir la candidature de Donald Trump le candidat républicain va être soutenu par cette droite chrétienne amenée par Jerry Falwell Jr. afin de permettre à Trump d'accéder à la présidence des États-Unis. Donc nous voyons que, comme la majorité morale avec son père, Jerry Falwell Sr., nous voyons que c'est toujours le même objectif, le fait de pouvoir mettre un président américain, un président républicain à la tête de la nation pour pouvoir défendre leurs valeurs sur la question de la moralité. Et c'est cette droite chrétienne qui va justement soutenir ces présidents républicains et avec toujours ce même objectif, comme je viens de le dire. Et nous allons voir que Trump va créer ce mouvement qu'on appelle MAGA, Make America Great Again, mais il faut savoir que cette phrase a été utilisée par Ronald Reagan, le premier. C'est une expression qui a été créée en 1979 autour de la campagne présidentielle de 1980. Et nous allons voir que Jerry Falwell Jr., c'est celui qui prend la suite de son père au niveau de l'Université Liberty. L'Université Liberty qui va être justement une université qui va chercher à créer une élite pour cette droite chrétienne afin de pouvoir influencer les hautes sphères de la société au niveau de l'État, de la politique, et ainsi pouvoir en fait permettre que la moralité telle qu'ils le conçoivent puisse être mise en avant au niveau de la société. Donc nous avons vu, de par cette frise chronologique, comment la majorité morale est venue à l'existence. Nous avons vu que la question de la race a été le sujet qui va emmener la création de la majorité morale. Mais la majorité morale va aussi se révolter contre d'autres sujets qui justement vont s'émanciper, d'autres groupes qui vont s'émanciper au sein de la nation américaine autour de cette guerre culturelle avec les libéraux sociaux contre la droite chrétienne et avec l'émancipation de ces groupes tels que les homosexuels, les féministes et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, on va appeler les séculiers, qui veulent une société américaine qui ne soit pas basée sur la question de la religion, qui ne soit pas une nation chrétienne. Donc pour nous, avant le message du cri de minuit, nos valeurs et nos principes étaient semblables à celles de la droite chrétienne conservatrice. Mais ce message du cri de minuit Dieu nous a permis de pouvoir voir notre véritable condition et voir comment nous étions intolérants vis-à-vis des homosexuels, des féministes, nous a amené à revoir notre approche de la question sur l'avortement parce que nous lisions mal les Écritures et avions une mauvaise interprétation, tout comme ces protestants de la droite chrétienne conservatrice qui, à cause de leur mauvaise lecture de la Bible, vont voir ces personnes comme des menaces et chercher à réduire leurs droits, à leur priver de droits. Mais grâce à ce message, Dieu nous a permis de comprendre que l'homosexualité n'est pas un péché, que nous devrions être féministes, des féministes radicales, et que nous ne devrions pas imposer aux autres notre point de vue sur nos croyances et nos opinions, que nous devions pouvoir leur permettre de pouvoir s'exprimer librement, nous amener à les voir différemment.
Le développement de cette lumière que Dieu nous a donnée au cri de minuit nous a permis d'entrer dans cette histoire et de pouvoir voir la vraie nature du protestantisme, de la droite chrétienne conservatrice, et voir comment, en tant qu'adventistes, nous sommes aussi impactés par cette mentalité, par cet esprit d'intolérance qui va conduire à l'instauration de cette loi du dimanche, qui est la prochaine balise, comme je l'ai dit au début, qui est sur notre ligne de réforme. Et qu'il est important que nous changions de positionnement, ne plus développer cette mentalité de la droite chrétienne, afin de ne pas rater le test de la loi du dimanche. Parce que si nous trouvons du mauvais côté, si nous avons cet esprit, cette mentalité de la droite chrétienne, nous échouerons au test de la loi du dimanche. Dieu, dans son amour, grâce à l'étude de la majorité morale, va nous permettre de passer de la droite vers la gauche et comprendre vraiment comment nous devrions respecter l'autre, avoir cet esprit d'amour, cet esprit de tolérance et comprendre et pouvoir voir ces individus que nous considérions comme des parias, comme des menaces, comme étant notre prochain et pouvoir les aimer d'un amour inconditionnel. Et comprendre aussi sur les questions telles que l'homosexualité, que ce n'est pas un péché et que ces personnes sont des personnes libres comme nous, qu'elles n'ont pas choisi l'orientation sexuelle, tout comme nous n'avons pas choisi la nôtre, et de pouvoir les respecter comme nous voudrions qu'on nous respecte. Donc cette règle d'or que nous voyons être au cœur de la loi de Dieu, et nous comprenons que cette question de la loi du dimanche va se jouer justement sur cette question de la règle d'or, savoir est-ce que nous allons traiter les autres comme Dieu voudrait qu'on le fasse, comme nous voudrions qu'on nous traite. Ne pas aller à l'encontre de l'opinion de l'autre, restreindre sa liberté de conscience, de priver de ses droits inaliénables. Et c'est ce en fait que la droite chrétienne, elle fait en cherchant justement à influencer la politique et à introduire cette relation Église-État. Donc, comme nous l'avons dit, la majorité morale va nous permettre, l'étude de ce sujet va nous permettre de comprendre vraiment le positionnement de la droite conservatrice et montrer comment elle est mauvaise et comment nous devrions sortir de cette condition, nous qui avons été, en tant qu'adventistes, influencés par cette mentalité. Mais pour aller plus loin, sujet que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui est en cours de développement par notre ancienne thèse, nous comprenons aujourd'hui que la loi du dimanche va plus loin que la question Église-État, mais que c'est une question culture-État. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand nous avons fait la présentation, la guerre culturelle, nous voyons que cette guerre culturelle, on voit la religion qui intervient dans cette guerre culturelle. Donc, nous comprenons que la question culture-État, c'est vraiment la question qui va être à la base de la loi du dimanche et que la culture religieuse, on va dire la religion, fait partie d'un spectre large de la culture. Si je dessine un cercle, ou c'est pas vraiment un cercle, mais et qu'on va dire que ça c'est la culture, à l'intérieur de la culture, on va retrouver plusieurs notions. On va voir ce qu'on appelle la culture religieuse. On peut parler aussi de culture de l'athéisme et d'autres encore. Et tout ça fait partie d'un large spectre qu'on va appeler culture et qui va influencer notre mentalité, nos opinions, nos croyances. Et aux États-Unis, cette partie de la droite religieuse va être influencée par cette culture religieuse et va chercher justement à priver
et à enlever les droits à des personnes qui considèrent, des groupes de personnes qui considèrent comme la menace. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la question de la loi du dimanche, grâce à notre compréhension de la loi du dimanche, est sur la question du sexisme, la question du genre. D'accord? Et nous savons que le sexisme, c'est un sujet mondial, un problème qui touche le monde entier. Et quel que soit le pays où on se trouve, que ce soit un pays où on va avoir une forte culture religieuse, comme les États-Unis, ou d'autres qui ont une forte culture athée, comme les pays communistes, et d'autres cultures qu'on peut retrouver dans le monde, on va voir que le sexisme est présent et vraiment imprégné dans ces cultures. Et c'est cela, en fait, que Dieu, aujourd'hui, veut nous sur ce sujet du sexisme, que Dieu veut nous interpeller et nous permettre de comprendre que la condition des femmes aujourd'hui dans le monde doit être réglée. L'égalité doit être rétablie entre hommes et femmes. Et cette inégalité ne se trouve pas seulement dans le milieu religieux, mais dans tous les autres milieux. Et c'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui de culture-État, comme étant la nature de la loi du dimanche. C'est la culture, c'est à cause de la culture que cette loi du dimanche va être mise en place. Culture qui va nous influencer pour priver et de ne pas reconnaître les femmes, les homosexuels comme étant des personnes ayant les mêmes droits que nous. Et c'est pour terminer, c'est ce que je voulais rajouter. Et juste pour dire encore, donc pour revenir, faire un petit résumé de ce que nous avons vu, nous avons ensemble regardé à l'histoire de la majorité morale. Nous avons vu qu'elle va s'établir dans une période de 10 ans avant le temps de la fin, et que cette période de 10 ans, dans cette période, Dieu voulait en fait réveiller son peuple sur ces questions, en nous montrant dans cette période de vision comment Union Église-État était en train de se mettre en place. Pourquoi Union Église-État? Parce que c'était la compréhension que nous avions de la loi du dimanche et que nous allons avoir jusqu'à 2019. Et cette majorité morale, qui va être l'histoire de la droite chrétienne conservatrice, le protestantisme, qui va chercher à influencer la politique américaine afin de pouvoir permettre que la moralité telle qu'ils le conçoivent soit mise en avant dans la société américaine. Et pour cela, ils vont considérer ces personnes qui ne répondent pas à leur moralité comme étant des menaces et vouloir influencer les lois afin de pouvoir restreindre le droit de ces catégories d'individus. Et Dieu nous a permis justement de regarder à cette histoire de la majorité morale et comprendre et de voir comment cette mentalité est mauvaise grâce à la compréhension du sujet de l'égalité dans notre temps et comprendre que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, issus de l'église adventiste, comment nous avions la même mentalité que la droite chrétienne et que nous devrions justement changer de mentalité. Passer de la droite vers la gauche qui a des principes plus libéraux au niveau sociaux, qui cherchent justement, quand nous regardons dans la politique, les libéraux sociaux sont plus basés sur l'égalité des droits, quelle que soit la nationalité, la race, le sexe. Ils cherchent à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, contrairement à la droite chrétienne soutenue par les républicains. Et les républicains soutenus par la droite chrétienne, dis-je. Donc Dieu nous a permis de comprendre notre situation et aujourd'hui nous demande vraiment de pouvoir passer de la droite vers la gauche au niveau social. D'accord? Donc voilà, c'était ce sujet que je voulais partager avec vous en espérant que ça vous a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce sujet qu'est la majorité morale. Nous allons terminer par la prière.
Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Merci pour cette étude que tu nous as permis de voir ensemble et le sujet sur lequel tu nous interpelles, en nous appelant vraiment à changer de mentalité et avoir la même pensée que toi et voir les autres comme tu les vois. Que ton esprit puisse faire cette œuvre en nous et nous aide à comprendre là où nous fautons, là où nous échouons et pouvoir, Seigneur, rectifier le tir et ainsi être prêt à réussir ce test qui est devant nous et par la suite pouvoir intégrer ton royaume. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.